Bien, bonjour. Bonjour Guillaume. Salut Luc. J'espère que tu vas bien. Salut. Nous sommes croisés sur Internet, puisque moi je suis à l'initiative d'une initiative justement politique qui s'appelle un P6R, une perspective, la sixième République, puisque je suis un des fondateurs. On est un petit groupe de gens qui ont fait de la politique déjà auparavant et qui pensent qu'il est nécessaire de passer à une nouvelle République pour sortir et éviter ce qu'on appelle la barbarie, puisque nous pensons que l'humanité, et la France aussi, s'oriente vers la barbarie. Voilà, en deux mots, ce que c'est qu'un P6R et mon rôle dans cette émission. Et donc, est-ce que j'ai bien compris que c'est un président pour la sixième République, c'est ça? Alors, c'était le nom initial. D'accord. Initialement, ça s'appelait un président pour la sixième République. Le problème, c'est que ça induisait en erreur pas mal de gens qui pensaient que la sixième République, ça devait être un président, un peu comme la cinquième République. Or, c'est pas du tout ça. C'est un président pour la sixième République, le président, c'est juste le moyen pour mettre en place la sixième République, c'est-à-dire se servir des institutions de la cinquième République pour passer à une sixième République qui sera plutôt une République parlementaire. Et en essayant d'éviter les défauts des républiques parlementaires, comme on a pu voir avec la quatrième République ou en Italie avec des gouvernements très instables. D'accord. Et donc le nom a été changé pour éviter les quiproquos en une perspective, la sixième République. Mais je ne renie pas l'ancien nom, mais c'est juste qu'il prêtait à confusion. D'accord. C'est pour éclaircir les choses. Mais par contre, la stratégie, c'est quand même de passer par l'élection, c'est ça? Absolument. Absolument, parce que les autres moyens, il y a plein de gens qui sont pour les constituantes ou des choses comme ça, ou le RIC, mais c'est à quelle échéance? Ça se passe quand? Il n'y a rien de prévu pour ça, à part une insurrection, je ne vois pas comment c'est possible. Bon, l'insurrection, c'est pas forcément, ça a d'autres effets pervers. Or que l'élection présidentielle, c'est à la fois le point fort et le point faible de la cinquième République. Ça arrive en 2022, c'est certain, donc il y a une échéance certaine, parce que, comme on dit, la barbarie, je pense, elle croît de façon très très grande. On le voit avec le Covid-19, qui en est une des manifestations. Il y a urgence. Il y a urgence à sortir de là. Il faut être pragmatique, réaliste, même si c'est pas ce qui plairait de passer par l'élection présidentielle. C'est le moyen le plus simple et à un horizon prévisible pour changer les choses. D'accord. Ok, voilà. Entendu. Et moi donc. Alors, Guillaume. Oui, Guillaume. Toi aussi, qui te connaît sur notre chaîne. Oui. Donc, simple citoyen qui a été éveillé au fait que nous ne sommes pas en démocratie par Étienne Chouard. Pour ce qui me concerne, je crois que c'était fin 2011, début 2012. J'ai toujours été politisé. Je me définis comme homme de gauche, mais peut-être que je devrais dire plutôt humaniste. Mais je suis ouvert pour le dialogue, au dialogue avec absolument tout un chacun, puisque je suis aussi démocrate. Et donc, démocrate, c'est parler avec tout le monde. Oui. Voilà. Oui. Si je peux me permettre, c'est tout à ton honneur, parce que il y a beaucoup de gens, malheureusement, à gauche, qui sont souvent un peu dans un sectarisme et qui ont pas mal d'œillères, je dis. Et c'est d'autant plus agréable de discuter. Moi, je viens de la gauche, et puis après, plus récemment, j'étais plus dans un engagement gaulliste. Mais voilà, quoi. Enfin, c'est important d'avoir une ouverture d'esprit, et c'est vraiment à ton crédit, Guillaume, d'avoir cette ouverture d'esprit, et ça, c'est très appréciable. Même chose pour toi, Luc. Je pense que là-dessus, on est sur la même longueur d'onde. Et juste un petit mot sur ce que tu viens de dire. Je profite de cette vidéo pour dire qu'effectivement, j'entends souvent des gens un peu de tous bords qui me disent que parfois c'est difficile de discuter avec certaines personnes de gauche, alors que dans mon idée, peut-être que mon idée est erronée, mais normalement, la gauche, c'est l'ouverture, etc. Donc là-dessus, il y a un problème. Il faut qu'on essaie de faire une autocritique et d'essayer de pallier et de dépasser ce handicap, quoi. Voilà. Et donc le thème de ce soir, le thème de notre discussion, ça va être, que tu as proposé, c'est l'espoir des nouvelles lumières et une nouvelle civilisation, c'est ça? Voilà. C'est un thème, je pense, en politique qui n'est pas
qui est pas forcément très usuel. Oui. Hein. On est souvent dans de la politique très terre à terre. Et je vais commencer à exposer un petit peu pourquoi j'ai proposé ce thème-là. Oui. Parce que ça vient un petit peu de mon histoire, en définitive, puisque moi, j'étais engagé, comme je viens de le dire, dans un parti gaulliste et qui a subi un échec aux dernières élections présidentielles aussi, mais européennes. Je me suis dit, mais ce qui manque à une démarche qu'on appelle souvent souverainiste, des choses comme ça, je n'aime pas forcément le mot, mais enfin le mot, il n'y en a pas beaucoup d'autres. Ce qui manque, c'est de l'optimisme, c'est une vision d'avenir, c'est de donner une perspective aux gens. Et pour faire adhérer, parce qu'on arrive, et là je voyais bien, je sentais bien l'urgence depuis longtemps, il y a plein de gens qui sentent l'urgence, mais on ne peut pas sortir d'une trajectoire qui est descendante et délétère sans donner une perspective d'avenir, sans donner un espoir. Et donc c'est à partir de là que j'ai commencé à réfléchir, et je me suis dit, mais on est dans une situation politique qui est bloquée, il y a une situation d'urgence, il y a une progression des barbaries. Je vais en citer quelques-unes pour donner un exemple. Mais bon, le Covid, c'est une évidence. Et l'émission que j'ai faite hier avec l'Église, il y a le réchauffement climatique, il y a tous les aspects environnementaux qui sont énormes. Les aspects éducation, enfin surtout en France, où est-ce que on a vraiment une éducation qui se délite. Les rapports sociaux, bon, je sais qu'on va pas être d'accord sur ça, mais je parle de l'islamisation aussi. Des choses comme ça qui nous amènent vers une barbarie, vers une régression, vers l'arrière, vers le passé, ou vers un avenir affreux. Et je pense, toi qui es au Japon, je pense aussi au Japon, on doit le voir au niveau de l'éducation, où est-ce que les enfants, ou en Corée, qui est un pays proche, mais géographiquement, je pense qu'historiquement c'est un peu différent, mais où est-ce qu'on met une telle pression sur les enfants, etc., c'est inhumain. Enfin, comment peut-on faire des choses comme ça? Ce qui fait que les gens font plus d'enfants. Enfin, est-ce qu'on construit une société, une civilisation sur ces bases-là? Non, c'est délétère et voilà. Et c'est ce constat-là que je me dis, il faut absolument faire quelque chose. On ne va pas faire quelque chose en se lamentant. Il faut donner un espoir. Et donc, c'est le point de départ, en essayant de dire, il y a un déficit d'optimisme, il faut donner une perspective. Il y a des gens qui sont passéistes, on voit en France. Oui. Juste, je suis d'accord avec toi, il y a un constat à faire, mais il ne faut pas s'arrêter à ce constat, il faut le dépasser pour proposer quelque chose. Exactement. Des gens comme Zemmour, par exemple, ils ont des analyses que moi je partage en partie, mais c'est des gens qui s'inscrivent dans le passé. Alors il faut s'inscrire dans le passé, c'est important de savoir d'où on vient et pour pas répéter les mêmes erreurs que dans le passé. Mais il faut dépasser le passé ne reviendra pas. Le passé, il est passé. Il faut regarder devant. Il faut donner une perspective. Voilà. Donc l'idée, c'est de passer d'un discours défensif à un discours offensif et, de préférence, optimiste. Voilà. Et donc, ouvrir un espoir. Donc voilà, le premier élément, c'est l'élément espoir. Voilà, l'idée, c'était de partir de là. D'accord. Et donc, l'espoir, qu'est-ce que tu entends par là? Et donc, du coup, j'ai essayé de creuser en disant, qu'est-ce qu'on pourrait offrir comme espoir? Comment est-ce qu'on pourrait offrir un espoir? Et donc, à partir de là, j'ai essayé de réfléchir, j'ai fait tout un cheminement, et j'ai trouvé quelques axes en disant, par exemple, réenchanter la nation. Pourquoi réenchanter la nation? Parce que c'est le lieu principal de la démocratie. C'est à cette échelle-là. C'est pas à l'échelle communale, qui est une échelle où il peut y avoir une démocratie, mais qui a un périmètre limité quand même, qui a des influences limitées. L'influence, le niveau régional, ce qu'il y avait à l'époque des ducs, par exemple, bien, ça a tendance à créer des baronnies, justement, des gens qui sont un petit peu dictateurs sur une région, etc. C'est une échelle qui est intermédiaire, qui n'est pas assez bonne. On a souvent, par exemple, si on prend le cas, c'est à la Polynésie française, où il y a des dynasties qui se mettent en place dans ces microcosmes, qui dépassent la commune et qui n'atteignent pas la taille d'un pays, et qui fait qu'il y a souvent des clientélismes et des choses comme ça qui se mettent en place. Okay. Et donc, je pense, historiquement, c'est ce qui montre, l'échelle politique, c'est la nation. Parce qu'à l'échelle de la nation,
il y a des assemblées, etc. Il y a des pouvoirs et des forces suffisamment importantes pour qu'elles s'équilibrent et que ça fasse quelque chose qui soit durable et solide, dans lequel un peuple puisse s'inscrire. Et à contrario, une échelle plus large, eh bien ça dilue. On le voit avec l'Europe, mais même avec les États-Unis, tous les États fédéraux, je dirais, de grande ampleur. Eh bien, il y a une distorsion du coup entre le gouvernement central et là, ça devient trop éloigné. Ceux qui parlent d'un gouvernement mondial comme Jacques Attali, où c'est le projet néolibéral. Quelque part, l'espoir dont je parlais, c'est, je dirais, nos adversaires, le néolibéralisme, ils offrent un certain espoir, même si c'est complètement une vision. Une vision, puisqu'en fait, ça détruit complètement la société et ça détruit notre environnement. Mais ils offrent au moins une vision, qui est celle de construire une Europe, de construire un gouvernement mondial, et choses comme ça. Ils donnent une perspective, malgré tout. Ils sont dans l'action, ils sont proactifs, voilà. Ils sont visibles. Voilà, ils sont visibles et puis ils ont un objectif. Oui. Il faut avoir un objectif. Okay. Donc l'idée, c'était déjà de réenchanter la nation en se disant, mais c'est le lieu principal de la démocratie, c'est historiquement, c'est prouvé, et puis on le voit bien, enfin, le fait que la construction européenne ait du mal à se faire, c'est aussi à cause de ça. Ou alors il faut le faire à coup militaire, quoi, par la contrainte. Si je peux te poser deux questions. Alors, une vision différente et une question. La première, c'est que tu as parlé d'espoir en premier, et puis à un moment donné, tu dis que la politique, ça se fait pas nécessairement au niveau local, mais plutôt au niveau national. Moi, je pense que la politique et l'espoir, il faut séparer les choses. Je pense qu'au niveau de la politique, ça peut se faire peut-être au niveau national, au niveau local, et puis en échelle jusqu'au niveau national. Mais par contre, l'espoir, je suis d'accord avec toi, il faut avoir une vision globale pour un territoire. Mais par contre, donc la question, c'est, parce que je suis un peu neuneux ou terre à terre, qu'est-ce que ça veut dire concrètement réenchanter la nation? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment on réenchante la nation? Après, j'avais développé tout un tas de choses, etc. Bon, ça pourrait être un peu long. L'argument principal, c'était le lieu principal de la démocratie. Bon, et ça, c'est une étape, je dirais, dans mon cheminement. Hein, c'était un des axes. Mais c'était réenchanter parce qu'aller attaquer, je dirais, aujourd'hui. Et donc dire qu'on fait pop, que parler sa langue, c'est important, qu'avoir une culture commune, c'est très important. Et que c'est les lieux de la démocratie, parce que la démocratie est en train de perdre de plus en plus pied, les libertés reculent, et donc la nation, c'est vraiment le niveau sur lequel on peut se défendre, le niveau communal. Je ne dis pas qu'il ne peut pas y avoir de démocratie au niveau communal, bien sûr, mais c'est pas cette échelle-là que tu pourras lutter, c'est pas possible, c'est trop petit. Ça dépend le cadre. Si c'est un lieu de lutte, bon, quoi comme ça peut. Bon, d'accord. Non, par exemple, tu ne vas pas lutter à l'échelle communale ou sur une culture culinaire ou des choses comme ça. Bon, bah voilà, c'est souvent à l'échelle d'une région, tu vois, c'est rarement à une échelle communale. Ok. Alors justement, c'est une question que j'avais notée pour qu'on s'entende bien, parce que finalement, après notre première discussion, j'étais un peu. J'étais pas net, pas au clair là-dessus. Est-ce que pour toi, nous sommes actuellement dans une démocratie qu'il s'agirait d'améliorer, de réenchanter, ou est-ce que réenchanter la nation, ça veut dire nous ne sommes pas dans une démocratie et faire de la nation une démocratie, c'est une façon de réenchanter la nation? Mais complètement. Complètement. Nous ne sommes plus en démocratie et de moins en moins. Bon, la Ve République était déjà une république pas très démocratique à la base, mais sa trajectoire la rend complètement... non, on n'est plus du tout en démocratie. Et surtout qu'on a, surtout en Europe, je dirais, on a plein de décisions où la nation n'est plus souveraine. Ça ne veut pas dire qu'on est opposé aux autres nations, on peut collaborer. Enfin, les gens qui disent que c'est un enfermement, ça n'a pas de sens. L'histoire de l'humanité, les gens, on ne les a jamais enfermés. Il y a que maintenant, on les a enfermés avec le confinement. Vous voyez? Si on dit que c'est un enfermement, le confinement c'en est un. Et c'est un résultat du néolibéralisme. Enfin, oui. Donc, l'enfermement, c'est pas ça. L'enfermement, c'est le monde actuel. Exactement, tout à fait. Mais j'aime beaucoup ton... Non, il faut vraiment... Oui. Pardon, je disais, j'aime beaucoup ton idée, ta formule de réenchanter la nation, c'est faire du pays
une démocratie. Ça, je pense que ça Voilà. peut faire rêver, ça peut engager ces moteurs. C'est moteur, effectivement. Ok. Et puis, après, j'avais un autre axe, c'était à réaffermir ses bases pour aller de l'avant, c'est-à-dire réunifier le peuple. Ça, Oui. c'était une autre idée qui est différente de la précédente, hein, parce que l'autre, c'est plus sur le terrain politique, mais l'autre, c'est vraiment sur le terrain humain, collectif, social, de refaire société, puisqu'on nous pousse par l'hyperconsommation et l'individualisme à ne penser qu'à soi et à ne plus faire peuple, à ne plus se réunir. Et même, on dévalorise ça. C'est toute cette idéologie que j'appelle parisienne, où est-ce qu'on va se moquer des gens, des Français de base, etc. Voilà, enfin, tout le monde a des qualités et des défauts, mais se moquer des gens, les dévaloriser, c'est une forme de racisme, quelque part. Oui, social. Social, voilà. C'est-à-dire les beaufs, voilà. Typiquement, quand on traite quelqu'un de beauf, voilà, c'est fin du débat, quoi. Enfin, t'as dit ça, bof, ça y est, on parle plus, quoi. Voilà. Non, faut sortir de ça, dire, bah oui, peut-être, c'est mon beau-frère, etc., il a ses qualités, ses défauts, mais je parle quand même avec, et on fait société ensemble malgré tout. Parce que sinon, on est chacun dans son coin, on s'enferme chacun dans son truc, devant son ordinateur, et puis c'est fini, quoi. Il y a plus de société. Il n'y a plus que des communautés qui, à un moment donné, vont finir par s'affronter. Oui, c'est historiquement comme ça que ça se passe. Hein. C'est l'atomisation et les civilisations, c'est ça. Enfin, et les peuples, c'est ça. Il faut que les gens fassent peuple. Si tu fais plus peuple, les endroits où il y a eu plein de peuples qui cohabitent, ça finit toujours par des guerres, par des affrontements. Historiquement, c'est vérifié. Oui. Ça ne marche pas. Le multicommunautarisme, ça ne marche pas. Historiquement, ça ne marche pas. Il n'y a qu'à voir les États-Unis. Que les guerres, à terme. Comme les États-Unis. Bah, eux, ils ont réglé le problème, comme je disais tout à l'heure. C'est soit, ou alors, pour faire ça, on écrase tous les autres peuples. Donc, ils ont exterminé tous les Indiens d'Amérique. Hein. Et puis, il y a eu une société, ce qu'ils appellent les WASP, hein, les white, je sais plus quoi, là, anglo-saxons protestants, hein, où il y avait une ethnie dominante qui dominait tout le reste. Mais là, les États-Unis, ils sont en train de sortir un peu de ça, notamment avec les Noirs américains, mais surtout avec les Hispaniques, parce que les Noirs américains ont toujours été une minorité, mais les Hispaniques sont beaucoup plus nombreux. Et là, peut-être ça va changer justement, et on va voir que le multiculturalisme, oui, ça marche tant qu'il y a une communauté qui domine toutes les autres. Alors, elle peut le faire de façon sympathique, hein, ça peut être ou pas, quoi. Aux États-Unis, on a l'impression que c'était forcément toujours très sympathique. Oui, mais alors là, moi, je ferais une différence entre communautarisme, qui est un qualificatif négatif, c'est-à-dire des gens qui se renferment sur une culture ou je ne sais quoi, qui est donc quelque chose qu'il faut combattre. J'aime pas ce terme guerrier, mais qu'il faut dépasser, transformer, changer. Mais par contre, la possibilité pour une population diverse dans son ethnie, etc., de vivre ensemble, ça c'est possible. Tu penses? Bien sûr. Mais à un moment donné, il faut qu'il y ait quand même une culture commune, sinon tu fais plus peuple. Oui, il faut qu'il y ait des... Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas des sous-cultures. Par exemple, j'aime bien l'exemple de la Corse ou même des Normands, comme moi. Enfin, il y a dans un peuple, il peut y avoir d'autres peuples. Ça veut pas dire, mais malgré tout, on participe d'une même communauté et on se reconnaît dedans. Hein. Tout à fait. Et voilà. Ok. Voilà. Très bien. Donc voilà, ça c'était un autre acte. Oui. Non, vas-y, continue. C'était un autre acte. Bon, après c'était essayer de promouvoir le collectif, c'est-à-dire contre l'individualisme, hein, et de sortir du tout marché, tout ouvert, tel qu'aujourd'hui, puisque ça pousse à ça, vers un monde réellement multipolaire, c'est-à-dire avec une vraie diversité, parce qu'aujourd'hui, on nous parle sans arrêt de diversité, mais c'est pas du tout de la diversité qui est en train de se passer. On est en train de niveler les goûts et de niveler les cultures. Il faut que tout le monde pense pareil, que tout le monde mange la même chose, que tout le monde fasse la même chose. On n'est pas du tout dans le multipolaire. Hein. Et donc, pour qu'il y ait du multipolaire, il faut qu'il y ait des pôles et il faut qu'il y ait des choses différentes. Hein.
c'est même un principe physique. C'était un physicien, il y a des années de ça, un type qui avait fait de la recherche en physique, qui disait, mais pour qu'il y ait des réactions chimiques ou physiques, il faut qu'il y ait des choses différentes, pour qu'il y ait de l'enrichissement et qu'il se passe quelque chose. Quand tout a été mélangé et que tout est pareil, il ne se passe plus rien. Ça fait une soupe. C'est un principe physique. C'est même un principe physique. C'est important de garder de la diversité, de garder justement des cellules un peu différentes, avec chacun leur culture, pour justement faire des interactions, du multiculturalisme, et je dirais du vrai multiculturalisme, pas du truc qui va tout écrabouiller, et qui va permettre justement des échanges, des enrichissements. Ah ben tiens, eux ils ont fait complètement différemment, mais ça peut marcher aussi. Voilà. Exactement. Et donc pour revenir sur quelque chose de concret, si je traduis correctement ta pensée, c'est de permettre à la France qu'elle retrouve son identité culturelle. On parle souvent d'exception culturelle française. Je ne sais pas si aujourd'hui ça veut encore dire quelque chose, mais en tout cas, voilà, en faire quelque chose de positif et de redonner à la France, après libre aux autres peuples de faire la même chose, mais charité bien ordonnée, on commence par nous, et de refaire de la France ce pays de culture différent, par exemple, du soft power américain qui, comme tu dis, est en train de tout uniformiser. Non? Voilà. C'est exactement ça. C'est très exactement ça. Okay. Mais en étant ouvert, et c'était le dernier axe, en étant ouvert, parce que quand on est sûr de ses bases, à partir de ce moment-là, l'ouverture aux autres, elle peut être agréable et fructueuse. Tout à fait. C'est ça qui est très important. Tout à fait. Parce que du coup, l'autre, il va t'apporter autre chose, justement. Et toi, tu vas lui apporter autre chose. Voilà. Et là, du coup, comme tu es sûr de toi, tu peux aller vers l'autre tout à fait sereinement. Tu viens sur tes deux jambes, tu sais qui tu es, etc. Hein, et donc, tu vas apporter quelque chose qui, lui, est différent, il va t'apporter autre chose. Et voilà. Exactement. Ça, c'est très exactement ça. Et donc... Tu connais ça? Non. Tu sais, dans les assemblées, pour éviter de faire du bruit en tapant des mains, ah bon? Ils font comme ça veut dire applaudir. Je crois que c'est Gérard, je lui fais un clin d'œil, qui m'a appris ou m'a expliqué ça en tout cas. C'est que c'est un langage de sourds, tu sais. Parce que les sourds, si tu fais ça, ils n'entendent pas, mais s'il fait ça, ils voient. Donc là, je suis complètement d'accord avec toi, donc je fais ça. Mais ce que tu viens de dire, c'est une illustration. Les sourds nous ont apporté une autre chose, une autre façon de faire bravo. Oh, voilà, oui. je vais juste t'en donner un exemple. D'accord. Voilà. Involontairement. Oui, involontairement, mais parce qu'on est différents, justement. C'est ça la vraie différence. Hein, et voilà. Et puis l'idée, c'était aussi de parler à tous, aux campagnes, aux villes, aux gens de droite, aux gens de gauche, et donc d'inventer une modernité. Donc l'espoir, c'est ça, c'est qui prolonge l'histoire et donc qui ambitionne justement de faire un pont entre les sites. D'accord. Ça, c'était les actes de réflexion. Oui. J'aimerais que dans cette vidéo, les gens qui connaissent ta chaîne l'ont déjà entendu plusieurs fois, mais ceux qui découvriront à travers ma chaîne, j'aimerais bien que tu parles de tes maîtres à penser, de tes influences philosophiques, que sont Simone Veil et Michel Clouscar. Michel Clouscar. Voilà, ce sont les deux. J'allais venir puisque du coup, à partir de ces axes, ma trajectoire a continué. Hein, c'est sur une année, hein, c'est assez rapide. Hein, même si je fais de la politique depuis plus longtemps, j'avais arrêté de faire de la politique. Je me suis remis à faire de la politique il y a 2 ans et demi, au moment des Gilets jaunes, hein, un peu avant, juste un peu avant. Et en fait, chemin faisant, je me dis, mais pour faire cet espoir, il faut se baser sur il y a d'autres gens qui ont déjà eu ces réflexions-là. Donc, j'ai commencé à chercher des philosophes, des gens qui ont travaillé là-dessus. Et effectivement, les 2 philosophes qui viennent bien après, justement, le mouvement des Lumières et la Révolution de 1789, qui ont analysé déjà les vices qu'il y avait dans cette Constitution. Il y a 2 philosophes qui, pour moi, sortent du lot. C'est Simone Veil, donc Simone Veil, la philosophe, qui est 1909-1943, hein, donc pas la Simone Veil, ministre de Giscard d'Estaing. Donc je vous encourage franchement à lire ce livre-là, hein, donc l'enracinement. C'est la première partie, tout est dit. Et en fait, ce qui est proposé par une perspective de la 6e République, ça se base beaucoup là-dessus. Ça se lit très très facilement. Attention, c'est dense. Rien que la première phrase, il y a plein de gens qui vont pas la comprendre, mais tout est dit dans la première phrase. La notion d'obligation, alors je vais la citer. Je vais la citer vraiment explicitement pour pas me tromper.
la notion d'obligation prime celle de droit, qui lui est subordonnée et relative. C'est-à-dire quoi là? Qu'est-ce qu'elle a dit là? Elle vient de dire que la déclaration des droits de l'homme, eh ben, c'est insuffisant. La déclaration des droits de l'homme et des citoyens, c'est insuffisant. Et qu'il y a une notion supérieure à ça, qui est la notion d'obligation, il y a l'obligation que se doit toute société vis-à-vis de tous ses composants, de tous les êtres humains. Et quand on pose ces principes-là comme base de la société, eh bien, on va pouvoir y construire une société qui va se baser sur des finalités, sur des buts, plutôt que sur des moyens, le droit. Et donc, à partir de là, vous dites, bah, c'est pas les droits qui vont en découler, les lois qui vont être faites, devront respecter ces principes fondamentaux, le fait que les gens puissent se nourrir, etc., etc. Mais je croyais que c'était la Déclaration des droits de l'homme, ça, c'est pas dedans? Non. D'accord. Non. Et dans la Déclaration des droits de l'homme, c'est assez vicieux, je dirais. C'est qu'en fait, t'as souvent, c'est souvent en deux parties. Hein. Vous avez la liberté, mais la loi va dire comment on peut exercer cette liberté. Ah. Et ce qui se passe, c'est-à-dire que dans la réalité, on s'aperçoit qu'il y a un principe qui est énoncé, mais derrière, on peut faire un peu ce qu'on veut. Et donc, on voit bien que nos libertés sont de plus en plus... bon, c'est l'exemple des libertés, mais tout est construit un peu de cette façon-là. Oui. C'est de revenir un peu au principe des droits naturels dont parlait Rousseau ou Diderot, hein, mais en les énonçant et en les listant pour le coup réellement, en distinguant deux types de besoins, de besoins de l'homme, hein, les besoins du corps et les besoins de l'âme. Parce que nous sommes des êtres sociaux et des êtres pensants et des êtres sensibles, hein, et donc les besoins de l'âme sont effectivement présents. Donc, besoins sociaux, besoins du corps, je pense qu'on peut tous comprendre la nourriture, se loger, se soigner, l'énergie, etc. Et les besoins de l'âme, est-ce que tu peux en donner quelques exemples pour illustrer? Alors, il y a la liberté, par exemple, l'égalité, la hiérarchie. Alors, comment c'est construit cette proposition de Simone Weil? C'est toujours en opposition. C'est-à-dire, par exemple, à l'égalité, donc ça fera toujours deux choses. Hein. Ça va être, par exemple, l'égalité qui va être en opposition avec la hiérarchie. Parce qu'en fait, l'homme a besoin des deux. Il a besoin d'égalité, mais il a aussi besoin de savoir à quel niveau il se trouve dans la société. Dans les organisations, etc. On a des chefs. On n'est pas des individus, des atomes comme ça qui volent dans une société sans aucune notion d'ordre. Et l'homme, ça le sécurise. Il a besoin de ça aussi. Voilà. Donc c'est toujours à chaque fois deux choses qui sont deux faces d'une même pièce. Okay. Et chaque besoin est décliné de cette façon-là. D'accord. Je ne veux pas rentrer dans le débat parce qu'on s'est fixé un temps relativement court, sinon on va dépasser. Sur lequel on pourra peut-être en débattre une autre fois. Voilà. Donc je vais juste te dire un mot qui m'a d'ailleurs échappé. Alors moi, la notion de hiérarchie, tu dis qu'elle sécurise. Moi, je suis plutôt de l'avis qu'elle infantilise, ou si le terme infantilisé est un peu bancal, en tout cas qu'elle empêche la responsabilisation. Mais je voulais juste... je propose, on fera une autre émission et on la consacrera peut-être uniquement à celle-là. Je pense que c'est intéressant, parce que c'est un truc... En plus, Simone Weil, c'est un des trucs, ça fait une demi-page sur la hiérarchie. On sent bien qu'elle n'était pas elle-même très bien convaincue de ça. Hein. D'accord. Mais, donc ça vaut le coup de le creuser, parce que ce principe de deux faces d'une même pièce, je pense qu'il est important. Oui. Parce que, bon, et là, ça va me donner la transition pour Michel Clouscar. Où est-ce que Michel Clouscar, qui est le deuxième philosophe très important, qui lui est mort en 2009, donc plus récemment, qui est le philosophe qui a conceptualisé la notion de libéralisme libertaire, c'est-à-dire la société de la transgression qui nous a amené à la situation telle qu'elle est aujourd'hui, issue de mai 68, hein, qui considère comme une contre-révolution. Donc là, je vous renvoie à tous ces écrits. Hein. Je vous conseille notamment ce livre-là, qui est son dernier livre et qui donne donc ces refondations progressistes.
En plus, alors, Michel Kouska, il a un problème, c'est que autant Simone Veil, c'est assez facile à dire, mais c'est très très dense. Hein. Attention, chaque phrase est importante. Donc on a l'impression que c'est facile à lire, mais chaque phrase a beaucoup de signification, il faut bien s'appliquer. Il y a plein de gens qui n'ont pas compris en fait, la puissance et la profondeur de ce que disait Simone Veil, parce qu'ils le lisent trop vite. Ils n'ont pas compris vraiment ce qu'elle voulait dire. Alors que là, Michel Kouska, il a tout un vocabulaire à lui, des façons de voir les choses qui sont un peu compliquées. Et donc, je vous conseille, si vous achetez ce livre, de commencer par la fin. C'est son dernier livre, et où il a un glossaire, en fait, des termes qu'il emploie. Et il donne une définition des termes qu'il emploie, et je vous conseille de commencer par ce glossaire. Et à partir de là, vous allez, plein de choses, vous n'allez pas comprendre. Et donc, pour revenir à ces deux phases des deux pièces, lui, il oppose ce qu'il appelle Vulcain et Narcisse. C'est-à-dire, Vulcain, c'est le dieu des forges, hein, c'est le fer, l'action. Voilà, le fer, l'action, le forgeron, hein, et donc c'est le travail. Qu'il oppose à Narcisse, qui est le consommateur, le dilettante. Voilà, le la cigale et la fourmi, en fait. Quelque part, oui, on pourrait effectivement, on pourrait le voir comme la cigale et la fourmi. Et en disant, dans chaque homme, il y a ce Narcisse et ce Vulcain. Ce travail. Et c'est deux choses qui sont absolument indispensables et indissociables de la nature humaine. Et ce qu'il dit, c'est qu'en fait, dans la révolution de mai 68, on a mis en avant le Narcisse en disant consommer, 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 pour faire pression justement sur les producteurs. Et c'est précisément la démarche, l'alliance des libertaires et des libéraux, qui donne le néolibéralisme, qui est le moyen par les producteurs, par la transgression, c'est-à-dire par les purs consommateurs, les enfants par rapport à leur père, par exemple, le père qui travaille et l'enfant qui est un pur consommateur jusqu'à ce qu'il se mette à travailler. Et on a mis en avant et donné raison au pur consommateur, au fils, plutôt qu'à celui qui produisait. Mais pour des raisons productivistes, justement, pour justement empêcher de continuer de faire société et de faire pression sur les producteurs. C'est typiquement capitaliste, hein, je dirais, cette démarche. Petite remarque. Moi, l'analogie père-fils, je la comprends, je comprends ce qu'elle veut dire, mais elle ne me convient pas. Il faudrait qu'on essaie de trouver une autre, en respectant bien sûr la pensée de Kouska, parce qu'elle peut entraîner vers une dérive qui serait le paternalisme et ce qu'on disait tout à l'heure, la hiérarchie, tu sais. Donc je pense qu'il faudrait trouver une autre analogie de celui qui produit pour quelqu'un d'autre et avec le vice que celui pour qui est produit tire comme tire la personne comme une vache à lait. Tu vois ce que je veux dire? C'est une analogie que lui prend, mais évidemment, faut le voir comme une métaphore et comme une. Alors, c'est pas qu'une métaphore, évidemment, c'est une réalité. Mais les enfants travaillent aussi. Moi, quand j'étais enfant, j'ai travaillé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est juste pour faire comprendre l'idée. Hein, mais bon, typiquement, c'est ça. Le nourrisson, c'est un pur consommateur. C'est ce qui fait qu'il. Donc, oui. Mais on ne peut pas lui reprocher. Non. C'est consubstantiel à notre nature de mammifère. D'accord. Parce que je pense que là où le problème réside, mais j'ai pas lu Kouska, donc peut-être que je vais dire une grosse ânerie, c'est l'équilibre entre la consommation et la production. Si l'un des deux si l'un des deux exagère, là on est dans un déséquilibre et ça entraîne de. Oui. D'accord. Absolument, absolument. C'est deux faces d'une même pièce. Il ne faut pas que l'une prenne trop le pas sur l'autre. Mais il est évident que la production, pour ce cas précis, la production est premier par rapport à la consommation. Oui. Dans nos sociétés, à partir du néolithique, en tout cas, c'est évident que la production est premier par rapport à la consommation. Donc, il faut que la production soit un peu plus au-dessus que la consommation, mais il ne faut pas non plus que ça soit complètement déséquilibré, comme on a pu le rencontrer peut-être dans les sociétés staliniennes, où justement on a mis trop en avant le côté production et production de masse plutôt par rapport à la consommation. La sphère de la consommation est aussi importante
et il ne faut pas la négliger, puisque du coup, on a négligé. Par exemple, ils étaient capables de produire 100 000 chaussures gauche et 0 chaussures droite. Donc, on avait trop de. Et on avait à ce genre de paradoxe où est-ce qu'on avait trop mis sur l'aspect production et pas assez sur l'aspect consommation. C'est le gros apport. C'est un philosophe marxiste, Michel Clouscar. Le gros apport de Clouscar par rapport à Marx, justement, c'est qu'il introduit cette notion de consommation, justement, dans une pensée marxiste, qui est très orientée production. Ok. Voilà. Donc, c'est les deux gros philosophes, je dirais, sur lesquels je m'appuie, en disant, voilà, si on doit construire une constitution demain, voilà, on a deux grosses, parce qu'ils proposent également un certain nombre de choses, justement pour remettre un peu la production, parce qu'on voit bien avec le Covid-19, on n'a plus de production. En France, par exemple, il y a plein de choses où on ne produit plus, on est complètement désindustrialisé. Et avoir une production encadrée, du coup, avec une chambre des forces productives, ce que j'appelle une chambre des forces productives, qui, du coup, va pouvoir planifier un peu la production et pas faire de la production n'importe comment. Et ça répond, du coup, indirectement aux problèmes écologiques, notamment. En disant, maintenant, on ne produit pas n'importe quoi, on ne produit pas n'importe comment. Et... ça aussi, on en fera une autre vidéo sur ce segment-là, parce que je pense qu'il est très important. J'ai pas du tout pensé à ça, et l'idée m'intéresse beaucoup. Dans la société, comment ça s'organise, tout ça. Mais donc, pour revenir au sujet d'aujourd'hui, donc l'espoir... C'est un peu le cas. Ouais, les nouvelles lumières et la nouvelle civilisation. On va peut-être au montage. Oui, non, il n'y a pas de. Ça ferait une introduction à autre chose. Nouvelle lumière, est-ce que tu gardes quand même quelque chose des lumières, ou est-ce qu'il s'agit de tourner complètement la page? Il faut jamais jeter le passé. Okay. C'est justement une des tendances d'aujourd'hui, de dire, ah ben non, nous, on va tout réinventer, on est plus fort que tout le monde. Le Covid, encore une fois, je me cite, mais ça a montré que la société d'aujourd'hui, elle n'est pas toute puissante, on n'est pas des hommes tout puissants, on a un passé, on a une histoire, ça serait vraiment débile, enfin c'est débile, de ne pas s'appuyer dessus et de ne pas construire sur... il y a beaucoup de scientifiques qui disent, mais si je suis arrivé si loin, c'est parce que je suis monté sur l'épaule de géants. Appuyons-nous sur Jean-Jacques Rousseau, sur Diderot, sur tous ces gens-là, et construisez au-dessus. Parce que, voilà, nous, on a l'expérience, on a le recul de ce qu'eux ont pu apporter, du développement sans précédent des forces productives, grâce au mouvement des Lumières, mais aussi avec plein d'effets délétères, comme il y a eu la colonisation, etc., etc. Donc, il y a et puis des guerres mondiales et des choses comme ça. Donc, la situation vers laquelle on a, puisque ça a abouti à ce qu'on aille vers une barbarie. Donc, vers des barbares. Et donc, il faut absolument dépasser ça, mais il faut bien sûr s'appuyer dessus. Pour moi, ça n'aura aucun sens de ne pas le faire. Okay. Juste pour revenir un peu sur les droits de l'homme, est-ce que pour toi, c'est pas une base, ou est-ce que c'est une base qu'il faut critiquer et dépasser, ou quelle est la place des droits de l'homme dans ta réflexion? Je pense qu'il faut vraiment le dépasser, il faut l'enlever du préambule de la Constitution. C'est désormais un facteur qui a prouvé ses limites et qui a prouvé que c'était insuffisant. Mais dans la même... On a mis en avant des moyens plutôt que des finalités. D'accord. Alors, est-ce que ça veut dire donc, pour faire le lien avec ce que tu as dit précédemment, on jette tout, ou est-ce que sur cette base qui a montré ses limites, est-ce qu'on rajoute quelque chose, on améliore? Alors, il faut quand même je pense qu'il faut, c'est pas le jeter, parce que l'idée, c'était de s'appuyer sur les droits naturels, c'était ça. Sauf qu'ils n'ont pas réussi à bien les définir. Ils ont déjà fait beaucoup de choses, ils ont enlevé la monarchie, etc., permis de développement, voilà. Il y a des stades, et puis voilà, on était arrivé à un stade, il faut passer à un autre stade. Donc, et évidemment, les recettes qui ont fonctionné, il faut s'appuyer dessus. L'idée, en fait, de Simone Veil et de sa notion d'obligation, c'est d'être plus précis sur les droits naturels. Oui. Que Diderot avait bien identifié comme la chose la plus difficile à identifier et à mettre sur le papier. Et donc, ils ont fait avec ce qu'ils avaient trouvé à l'époque, ce qui était déjà ce qui était un pas de géant pour l'époque. Nous, on va essayer de faire le pas d'après. Et c'est vrai que ça, c'est un pas après. Ok.
parce que je m'interroge sur comment éduquer, je ne dis pas éduquer en me plaçant au-dessus, hein, mais comment faire comprendre plutôt. Comment faire comprendre. Tu vas faire de la hiérarchie, là. Exact, exact. Comment faire comprendre si, dans l'optique de faire, de rendre populaire et de massifier ta démarche, l'initiative un P6R, j'ai dit correctement? Oui, c'est ça. Voilà. P6R. Si on doit dire, si on rajoute à cette gageure de dire aux Français les droits de l'homme, il faut les mettre de côté, j'ai l'impression que ça va rajouter un obstacle plus important, non? Qu'est-ce que tu en penses? Je pense, personnellement, je pense que c'est précisément la chose qu'il faut mettre en avant et qu'il faut dire. C'est que justement, on a bien vu, parce qu'il n'y a pas que Simone Veil qui dit ça, il y a aussi les travaux de McKeith, il y a la pyramide de Maslow qui vont dans le même sens en disant ce qu'il faut mettre en avant, c'est reposer une constitution sur des besoins fondamentaux des êtres humains. Et donc, c'est un dépassement des droits de l'homme. Et dire les droits de l'homme, en fait, on introduit le droit. Le mot, il est bien là. Et donc, on voit bien les limites. Voilà, le droit positif. Et on voit bien les limites, parce que nul n'est censé ignorer la loi. On sait bien que c'est impossible. En fait, ceux qui vont pouvoir se profiter du droit, c'est les gens qui vont pouvoir se payer des avocats, etc., etc. On voit bien les limites du droit. Non, le droit en lui-même, c'est la citation de Simone Veil que je faisais tout à l'heure, les obligations sont d'un ordre supérieur. Il faut dépasser ça, et c'est vraiment quelque chose, alors je pense que c'est quelque chose qui peut se comprendre, et que n'importe quel citoyen, c'est à la portée de n'importe quel citoyen, de comprendre ça, que ces besoins fondamentaux sont au-delà du droit. Oui, 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 ça, oui. Ils sont éternels. C'est des besoins éternels, complètement intemporels, et même indépendants de la culture. Vraiment des besoins. Par exemple, la nourriture, c'est un besoin indépendant de la culture. Juste pour faire un peu d'auto-promo, sur ma chaîne, j'ai plusieurs séries, et l'une des séries, c'est une série sur les communs, dans laquelle j'essaie de proposer, et c'est pas moi qui dois définir, mais en tout cas, proposer quels sont les communs, et donc qui correspondent à des droits inaliénables, et dont il faut garantir l'accès de façon démocratique, dans le sens de façon tout le monde. Ce que ne dit pas le préambule, c'est la façon de remplir ces besoins fondamentaux de l'homme, que ce soit des besoins du corps ou des besoins de l'âme. Ne dit pas comment le faire, mais on dit il faut qu'il soit, c'est obligatoire que la société et toute l'architecture de droit qu'on va construire respecte ces choses-là. D'accord. Donc toi, ce que tu proposes, c'est d'avoir un texte. Alors, on laisse pour l'instant de côté les droits de l'homme. J'ai pas le même avis, mais c'est pas grave. Donc toi, ce que tu proposes, c'est un texte qui soit beaucoup plus directif de tout ce qui découlera par la suite pour garantir, c'est quoi le terme? Des finalités. Oui, mais pas en tant que principe. Peut-être que Si, comme un principe. Mais oui, mais le principe, les droits de l'homme, ce sont des principes. Mais le problème, c'est qu'il faut les rendre concrets, tu vois? Non? Ah oui, après, il faut le décliner. Mais évidemment, mais ces principes, je te dis, ils contiennent en eux-mêmes des façons de les contourner. D'accord, d'accord. Or que là, les principes sont normatifs. C'est-à-dire, on doit nourrir les gens doivent être nourris. Normatif. C'est normatif. On ne dit pas comment le faire. Toi, par exemple, je sais que tu proposes le revenu universel. C'est une des façons de le faire. Mais il y en a d'autres. Par contre, ce que ne va pas dire le préambule, c'est comment le faire. Après, c'est à charge justement des lois, des constitutions, etc. Mais ce truc de nourrir les gens, c'est normatif, il faut le faire. Il faut que ça soit garanti. Ok. Alors, je pense qu'on est arrivé à peu près à la fin du temps. Il nous restait juste la partie, je ne sais pas si tu avais encore des choses que tu voulais dire. Après, nouvelle lumière, moi je dirais, voilà, je propose ça, mais nouvelle lumière, ça veut dire aussi que des intellectuels, des juristes, etc., doivent se saisir de ça pour lui donner chair et lui donner consistance. Et au-delà de ça, et c'est là que ma réflexion a continué en se disant, mais en fait, ces nouvelles lumières ne peuvent. Ça, c'est l'aspect politique, mais l'homme n'est pas qu'un animal politique. Il y a aussi d'autres dimensions. Il y a des gens qui vont être
plus des idéologues, des intellectuels. Donc, il faut aussi avoir une proposition et donc des gens qui travaillent là-dessus et qui comprennent là-dessus. Il y a aussi des dimensions spirituelles. Donc, la spiritualité qui a été complètement balayée justement par les Lumières, je pense qu'il faut le réintroduire dans ces nouvelles lumières. Ça fait aussi une des choses qu'il faut. Parce que l'homme qu'on le veuille ou non, moi, personnellement, ça ne me parle pas trop, la spiritualité. Mais il y a plein de gens enfin, toi le premier, hein, tu as fait des vidéos sur la spiritualité, Guillaume. Voilà, la spiritualité, ça fait partie des choses qui sont nécessaires. Mais même pour un athée comme moi, il y a une certaine forme de spiritualité. Et il faut l'introduire, le mettre au cœur du truc. Et quelque part, ces besoins du corps et de l'âme, c'est la forme de spiritualité. Parce que d'où viennent fondamentalement ces besoins du corps et de l'âme? Moi, je dis, on les déduit. En tant que rationaliste, je dirais, on les déduit de l'expérience, etc., etc. Il y en a d'autres qui vont vous dire, non, ces besoins du corps et de l'âme viennent d'autre chose, ils viennent d'une entité, du gnose, etc. Voilà. D'où ils viennent, eh bien là, le champ est ouvert. Ouais. Je dirais, quelque part, on a mis la spiritualité au cœur du logiciel, au cœur du préambule de la Constitution. Et donc, du coup, après, je dirais, libre aux gens de construire là-dessus. Et donc, il y a une spiritualité, je travaille aussi là-dessus, hein, sur quelles devraient être les grandes lignes d'une spiritualité dans cette, sans la définir, mais au moins donner les grandes lignes. Oui, oui, tout à fait. Voilà. Oui, comme tu dis, sans la définir, mais... Oui, tout à fait. Voilà, sans la définir, mais en donnant, dire, voilà, on aurait besoin, on aurait une spiritualité qui irait dans cette direction-là. Qui soit en cohérence avec le reste, quoi, en fait. Voilà, qui soit en cohérence. Et donc ça sera une proposition, c'est en gestation, hein, c'est pas tout encore réfléchi, mais voilà. Et là, on a besoin aussi d'intellectuels, de gens qui font de la théologie, des gens comme ça, qui vont nous permettre de donner une spiritualité. Et également, parce que la spiritualité, c'est aussi important pour les gens qui ne sont pas des intellectuels. Parce que les intellectuels, ils vont être convaincus par des idées. Hein, et donc, ils auront des croyances qui vont se fonder sur des idées, sur des concepts, etc. Et il y a plein de gens qui sont pas des intellectuels, et puis, voilà, tout le monde a le droit de vivre, hein, et qui ont besoin d'avoir des certitudes, des croyances qui viennent d'autres, pas simplement du domaine de la raison, mais aussi du domaine de l'émotion, peut-être. De l'émotion. Okay. Alors, tu me donnes une transition extraordinaire, parce que dans la nouvelle civilisation, il y a une quatrième dimension importante, c'est la dimension sentimentale. On parlait justement tout à l'heure de Narcisse et de Vulcain, mais la dimension sentimentale est aussi importante. La notion des relations intimes et intersubjectives, c'est aussi important d'avoir défini ça. Il y a eu un mercredi de l'espoir, parce que c'est une émission que je fais tous les mercredis à 18h, qui a traité de quels seraient, j'ai déjà tracé un petit peu, quels seraient les contours de ces nouveaux rapports amoureux. Ok. Sur ce sujet, on n'est pas d'accord sur tous les points, mais je ne vais pas entamer la discussion ici. Mais sur ma chaîne, je partagerai toutes les références que tu as données, d'accord, pour que les gens puissent aller s'informer d'eux-mêmes. D'accord. Ok. Parfait. Si tu as différents pointeurs, justement, qui seraient, tu me les donneras, Guillaume, et je les mettrai aussi sur la chaîne pour dire, allez voir telle vidéo de Guillaume qui répond ou qui complète propose ce qui a été dit. Ok, parfait. Écoute, on est presque dans les temps. Ouais, écoute, moi j'avais un dernier point. Oui. Un dernier point, et ça sera peut-être ma conclusion, c'est que dans la barbarie dans laquelle on va, je pense que j'ai dit qu'on avait besoin des intellectuels pour sortir de la barbarie et pour proposer des nouvelles lumières et fonder quelque part une nouvelle civilisation qui ne sera plus la civilisation judéo-chrétienne qui est en bout de course, qui est en décadence. C'est pour ça qu'on va vers une barbarie aussi. Hein. Puisqu'elle s'est généralisée, elle a gagné le globe entier, malgré tout. Même si dans des cultures différentes, le capitalisme a été inventé dans ces sociétés judéo-chrétiennes et il s'est diffusé absolument partout. Même dans les cultures qui ne sont pas des cultures judéo-chrétiennes. Le Japon, par exemple. Voilà, au Japon. Et donc, du coup, ça a amené ces civilisations. Alors, il y en a qui ont réussi à s'adapter, comme le Japon, mais les civilisations islamiques, par exemple, ils n'arrivent pas à s'adapter. C'est assez clair. Okay. Ou c'est beaucoup plus difficile, en tout cas.
Le Japon, on voit bien que, ou la Chine, on voit bien qu'ils ont pas trop, ils arrivent à s'adapter. Ils sont même maintenant en tête. Oui, mais, oui, mais là, ça. Et là, ne s'est pas adapté. Enfin, elle a beaucoup plus de difficultés. Hein. Enfin, c'est factuel. Oui, alors, mais c'est pas ça que je voulais dire. Ok, vas-y. Pour conclure, je veux dire, sur la barbarie, parce que voilà, c'est une digression dans la digression, sur la barbarie, on a besoin, pour en sortir, on a besoin des intellectuels, mais on a aussi besoin des femmes. C'est très important que les femmes. Parce que dans le. Je parlais de l'aspect sentimental, mais c'est pas que pour ça. C'est parce que je vois dans les groupes qu'on a, etc., il n'y a pas énormément de femmes. Il y en a quelques-unes, mais il n'y en a pas énormément. Et c'est vraiment très important que les femmes s'investissent. Parce que dans la barbarie, je vais donner un argument en négatif, mais dans la barbarie, c'est elles qui ont le plus intérêt à ce qu'on l'évite. Parce que si on plonge dans la barbarie, les femmes vont en pâtir encore plus que nous. Et vraiment, c'est un appel aux femmes, c'est de dire, intéressez-vous à ce qu'on fait, investissez-vous, apportez votre regard, votre sensibilité, votre vision des choses, votre réalisme, votre pragmatisme. On en a besoin. Et pour nous et pour vous, nous en avons besoin. Oui, oui, parce qu'on est une seule humanité, même si la moitié de l'humanité est femme et l'autre moitié homme, c'est quand même une seule humanité. Et peut-être que ce que tu viens de dire va m'inspirer pour ma conclusion, c'est que je pense qu'effectivement, tu as raison, il faut faire un appel aux femmes pour qu'elles s'investissent, et je pense d'ailleurs que c'est déjà le cas, mais ce qu'on voudrait, c'est qu'elles s'investissent plus, et il y a eu le mouvement MeToo qui a libéré les paroles, etc. Je pense qu'il y a un chemin dessus, d'ouvert déjà, mais peut-être aussi qu'il faut, nous, de notre côté, les hommes, avoir de la bienveillance, même entre nous les hommes, pour permettre une pacification du débat, afin que les femmes et toutes les personnes puissent plus facilement rentrer, et que ça ne soit pas tout le temps rentrer dans l'arène politique ne veut pas dire rentrer dans un combat. Si c'est un combat d'idées, d'accord, mais si c'est un combat de clash et tout ce qu'on voit à travers des médias, c'est délétère, ça fait mal. Voilà. Donc je pense que la bienveillance est aussi c'est pas seulement quelqu'un récemment m'a qualifié de bisounours. Alors je sais pas si c'est bisounours, mais moi en tout cas, je vois la bienveillance véritablement comme un outil, tu sais. C'est comme quelque chose de pratique en fait. C'est pas juste d'être gentil, je sais pas quoi. C'est que c'est pratique. Si on veut arriver à la démocratie, si on veut arriver à un monde meilleur, la bienveillance, parmi d'autres choses, hein, mais la bienveillance est une condition qui permet ça, quoi, je pense. Voilà. Je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. C'est pas du tout bisounours, c'est notre nature humaine. Je pense, fondamentalement. Après, on est soit rousseauiste ou lockeien ou je sais pas quoi. C'était quoi déjà le Rousseau, lui, il pense que l'âme, enfin, l'humain est bon par nature. Là, tu vas me piéger là parce que je connais pas bien Locke, donc. Mais je crois que c'est Locke, oui, qui pense que l'homme est un loup pour l'homme ou je sais pas quoi. Mais bon, moi aussi, j'ai pas. Mais les deux sont vrais, hein, malheureusement. Voilà. Alors, donc, mais ça veut dire qu'en première intention, il faut qu'on soit être bienveillant et nous faisons tous partie de la même humanité. Et on ne va pas arriver à sortir de quelque chose sans ça, quoi. Après, il ne faut pas se faire d'illusions non plus. Ce n'est pas la seule dimension des rapports humains. Non. Mais comme on essaie de construire quelque chose et quelque chose de nouveau, eh bien, il est bien évident que c'est pas en étant malveillant et en étant désagréable qu'on n'y arrive pas. Oui. Ok. Écoute, c'est parfait. Je trouve que c'était très intéressant, en tout cas de mon point de vue. J'espère que pour les auditeurs, ça le fera aussi. J'espère aussi, oui. Voilà. Ça intéressera ce qu'on a dit. Ok. Voilà, je vais arrêter l'enregistrement et puis on dit au revoir à tous ceux qui nous ont écoutés. Les commentaires sont toujours les bienvenus, dans le respect. Voilà ce que j'ai. Et de mon côté, je termine toujours en disant liberté, égalité, fraternité, vive la France. Vive la France. Okay. Merci Guillaume, au revoir, merci. À une prochaine. Okay. Au revoir messieurs, dames.